à tous et bienvenue sur Orange Grenadine, le podcast où l'on parle entrepreneuriat, carrière et IT. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Luc Nadier, le créateur de Safety, une solution anti-agression qu'on connecte sur un smartphone. Luc va nous raconter son aventure entrepreneuriale avec Safety et les différents défis qu'il a dû rencontrer. Bonjour Luc, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien et toi ? Ça va, merci. Juste en quelques mots, très rapidement, raconte-nous qui tu es pour que nos auditeurs sachent à qui on a affaire. Bien sûr. Alors, moi, je suis Luc Nadier, je suis le CEO et fondateur de Safety. Donc, comme tu l'as dit, une startup dans la safe tech qui a pour but de révolutionner en fait la sécurité personnelle dans le quotidien. Et donc, je suis quelqu'un qui a toujours rêvé d'être entrepreneur, qui a commencé l'entrepreneuriat très tôt, puisqu'à 16 ans, j'ai commencé mes premières entreprises. Donc jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est ma 5e entreprise en tout. D'accord. Donc j'ai 27 ans aujourd'hui et le but, c'était justement, je voulais avoir un impact réel dans mes entreprises sur la vie des personnes et c'est ce qu'on essaye de faire avec Safety. Ok. Super intro. Du coup, tu as commencé à 16 ans. C'est quoi ton cursus en fait ? À la base, du coup, comment dire, j'ai commencé à 16 ans en fait par l'entrepreneuriat. Mes parents sont entrepreneurs. Okay. Moi, j'ai grandi en Espagne. Je suis arrivé en France à l'âge de 11 ans. Donc, je suis passé du petit village espagnol à directement Marseille. Okay. Donc, c'est là où, justement, ça a été l'idée de Safety est née. Je te l'expliquerai sûrement après. Mais dans l'idée, j'ai commencé vraiment en me disant, il faut que je commence à me faire la main et à créer des entreprises. Donc, j'ai bossé un peu dans tout. J'ai fait de l'achat-revente de diamants. Je fais de l'achat-revente de sacs de luxe. J'ai été manager d'un groupe de rap. J'ai eu des événements à Marseille, dont un qui est resté 2e meilleur événement marseillais rap pendant l'espace de 2 ans, avant le Covid. Le Covid, forcément, ça a fait un peu de mal. J'ai été agent immobilier de luxe en Espagne. J'ai fait beaucoup de choses, des marques de vêtements, beaucoup de choses pour arriver au final à Safety. Et donc, mon cursus, c'est vraiment... je crée mes entreprises et en parallèle, j'ai fait toutes mes études en alternance. D'accord. Puisque je voulais autofinancer mes études. Et effectivement, je me suis très rapidement rendu compte que le fait de travailler pour un patron n'était pas forcément mon dada, puisque je me suis fait virer sur 4 alternances. Je me suis fait virer 4 fois, quoi. Ok. Donc, on voit le personnage. Assez clair. Un bon caractère. Exactement, c'est ça. Des fois un peu trop grande gueule, mais ça marche bien avec mes équipes. Du coup, on marche bien ensemble et on arrive à bien travailler ensemble. Et je préfère avoir justement cette gestion d'une entreprise, savoir vers où on emmène une entreprise, optimiser du temps, etc., plutôt que d'être salarié, tout simplement. Ok. Le fait d'être... du coup, tu es né en Espagne. Exact. Ouais. Tu as grandi en Espagne, comme tu le dis. C'est une force pour toi, ça ? Alors, c'est une énorme force dans le sens où Déjà, je parle espagnol, donc tu parles déjà avec la moitié du monde si tu parles espagnol. Ouais. Et puis en plus de ça, tu as une double culture. Et donc, ça te permet aussi d'avoir du recul sur beaucoup de sujets. Ça peut être politique, ça peut être dans le monde des startups, dans les entreprises. Ça permet vraiment d'avoir un recul et un intéressement et une vision qui est beaucoup plus élargie que uniquement si j'avais été français, je pense. Okay. Même si je suis de parents français, mes parents ne sont pas espagnols, mais pour autant, le fait d'avoir grandi là-bas, ça ouvre énormément de portes. Et là-bas, j'ai des amis qui viennent du monde entier, quoi. Donc, forcément, c'est différent. Ok. Du coup, tu as évoqué ton parcours avec différentes structures, etc. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de Safety ? Comment l'idée t'est venue ? Comment ça t'est paru une évidence de monter Safety ? Et comment t'es passé de l'idée à l'entreprise ? Oui, ça a été un chemin, mais totalement. Tout simplement, Safety, comme je te disais, je suis arrivé d'Espagne à 11 ans. Ouais. Et donc, moi, j'étais dans un petit village qui s'appelle Sitges, à côté de Barcelone. Et je suis arrivé à Marseille directement. Et donc là, forcément, 11 ans, on ne commence pas à sortir, mais 14, 15, 16 ans, j'ai commencé à sortir avec mes amis, faire un peu la fête, découvrir un peu le monde en général. Ouais. Et pendant cette époque-là, pendant 4 ans à peu près, je vais dire de mes 15 ans à mes 20 ans, du coup, 15 ans à 19 ans, 20 ans, j'ai eu beaucoup de problèmes. Et que ça soit sur moi ou sur des amis. Moi, je me suis fait agresser 2 fois au couteau. J'ai des amis qui se sont fait agresser à coups de bouteille de verre dans la tête, barre de fer. J'ai une amie qui a vécu une tentative de viol.
Enfin, j'ai vécu énormément de choses et je ne vais pas te faire la liste entière parce que ça ne va pas être joli super fun, exactement. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que rien n'existait réellement pour notre sécurité et qu'il y avait un vrai problème même dans les applications ou dans le système qu'on peut utiliser aujourd'hui qui est de dire j'envoie une géolocalisation. Mais qu'est-ce qu'on fait avec une géolocalisation? Techniquement, tu peux rien faire avec une géolocalisation. Tu sais pas quel est l'état de la personne. Tu sais pas si c'est une agression au couteau. Si elle est juste tombée, elle s'est cassée la jambe. S'il y a quelqu'un qui le suit dans la rue. Et chaque use case doit avoir une réponse adaptée. Et comment on fait pour savoir ça? Il faut créer un système qui permette de voir, d'entendre et de savoir où est-ce qu'on est pour pouvoir adapter la réponse le plus facilement possible. Et la problématique aussi que j'ai rencontrée, c'est que souvent, quand on allait essayer de déposer plainte, on se retrouvait souvent dans la problématique de les caméras de la ville, elles ne marchent pas. Vous n'avez pas assez de preuves. Et donc là aussi est venue une idée de me dire mais comment ça se fait qu'il n'y a rien qui nous permette d'avoir des preuves qu'on puisse utiliser en justice aujourd'hui, quoi. Ouais, non falsifiable en plus. Non falsifiable, exactement. Et donc, Safety est né de là, de cette frustration tout simplement de ne pas avoir d'objet pour ma sécurité au quotidien, de ne pas pouvoir sortir en étant tranquille. Après, comme je disais, je ne suis pas le premier qu'on vient emmerder, entre guillemets, puisque je fais 1m90, 90 kilos, donc voilà. Mais c'est surtout aussi pour la sécurité de mes amis, de mes copines à l'époque, etc., où je me disais, mais comment on peut continuer à vivre comme ça alors qu'on est en France? Et c'est de là qu'a commencé un peu toute l'histoire de Safety. Ok. Et comment, du coup, ça, c'est l'idée. Oui. Et du coup, tu t'es dit, ok, je lance non. tout de suite. Par quoi ça a commencé? Parce qu'en fait, aujourd'hui, Safety, c'est un boîtier, tu l'as là. C'est ça, exactement. C'est un petit boîtier que tu colles sur ton téléphone. Exact. Mais au départ, c'est quoi? Au départ, c'est autre chose. Au départ, sous le téléphone directement, comment hacker le système, une application, quelque chose comme ça? Au départ, moi, j'avais une idée justement sociale d'aider dans l'insécurité depuis un bout de temps et je cherchais, on va dire, la bonne idée. Toujours le problème de l'entrepreneur, mais à un moment, il faut se lancer. Voilà. Et donc, je suis arrivé en master à l'ISG, en Project Management et Business Innovation. D'accord. Donc, vraiment, j'avais que des intervenants qui connaissaient l'innovation sur le bout des doigts, qui nous apprenaient comment innover. Qui nous montraient des use cases différents de comment innover. Et c'est là où je me suis dit, c'est le moment où je vais pouvoir créer un début de structure et utiliser mes profs pour leur proposer ce projet-là et faire en sorte qu'il soit bien construit. Puisqu'il faut bien comprendre que malgré le fait que j'ai créé des entreprises avant, je faisais de l'achat-revente, quoi. Ouais. C'était pas non plus... là, c'était vraiment c'est un produit clair à créer, etc. Et ensuite, à les distribuer. C'est très compliqué à créer. Et donc, j'ai eu 2 ans en Project Management Business Innovation où j'ai confronté mes idées à ceux de mes profs et du coup, trouvé un BP qui soit réaliste, une technologie qui soit réaliste et faisable, etc. J'ai aussi rencontré mon associé Adrien Guillou pendant ce 2e année de master. Et puis, on arrivait à la fin du master et j'ai dit à Adrien, écoute, on lance. Théo Bondaz nous a rejoint juste à ce moment-là. Et donc, on a lancé la boîte en septembre 2025, début septembre, le 1er septembre 2022, pardon, excuse-moi. 1er septembre 2022, on a lancé la boîte. Et à partir de là, les événements se sont enchaînés très vite pour nous, puisque... on est passé de une petite boîte créée où on n'avait rien, pas de levée de fonds. Moi, j'avais investi 15-20 000 euros de ma poche sur les économies que j'avais de mes autres business. Et donc, j'ai commencé directement à créer la boîte. Et en fait, en un mois, on a la région. À l'époque, c'était Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'on était encore à Lyon. Ouais. Et à la région lyonnaise qui nous a contactés pour nous dire, écoutez, on adore votre produit, il faut à tout prix que vous veniez avec nous au CES. Donc nous, on sortait d'études, on n'avait même pas encore passé notre master, enfin on n'avait pas fini les examens, qu'on était en mode on va au CES, c'est génial, c'est un vrai rêve en tout cas pour un innovateur ou quelqu'un qui aime l'entreprise. Un accélérateur en plus derrière. Ah ouais, vraiment, c'était un truc, franchement on n'y croyait pas. Et puis derrière, on nous pousse, on nous dit écoutez, il faut à tout prix que vous dégagiez un budget pour participer au CES Innovation Awards, ce sont donc les prix mondiaux de l'innovation. Et j'ai dégagé le budget, on a participé. Et grosse surprise du coup, quand on a gagné le prix mondial de l'innovation, 3 ou 4 mois après en fait, on nous a annoncé qu'on était les gagnants parmi d'autres gagnants, mais dans la catégorie Human Security. Donc au final, c'était 5 gagnants par an à peu près. Et assez choqué forcément. Je sors d'études
Et là, franchement, ça s'est accéléré et c'est ça qui nous a permis, ça a été un vrai moteur de gagner ce prix parce que ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Ça t'amène quoi en fait le CES? Ça t'amène une renommée? Moi, de la crédibilité plus que de la renommée, c'est vraiment de se dire, OK, c'est un produit qui a été validé par des spécialistes mondiaux de ce milieu-là. Et donc forcément, ça apporte de la crédibilité, des premiers clients, parce que ce salon-là, on rencontre énormément de personnes. Quand on gagne un CES Innovation Awards, on a beaucoup de personnes qui passent sur le stand. Et c'est là où on a une prise de conscience, où nous, en tant que petits Français, entre guillemets, on se disait, on va aider des gens en France, on va aider des familles, des enfants, des femmes qui ont besoin. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, la demande était mondiale, qu'on nous demandait le produit au Mexique, au Brésil, en Colombie, en Afrique du Sud, en Asie. Et on a eu des contacts de partout dans ce sens-là. Le truc, c'est que je pense ça a été tellement vite qu'on n'était pas prêt technologiquement à assumer autant de clients. Technologiquement et même peut-être humainement parlant, structurellement parlant, on était loin. En fait, finalement, toi, tu as pensé la solution sur un microcosme marseillais, presque. Exactement, c'est ça. Et tu vois que ta solution, elle répond à un besoin international. Exact, ouais. Et tu voyais peut-être plutôt les choses, peut-être par là ta place, mais grossir, mais tout doucement. En mode, je vais faire mon petit local d'abord, je vais faire du région, de l'international, et après, en fonction, on verra si ça passe et je ferai de l'international. C'est ça. Et là, tu t'es pris une claque directement internationale. Moi, je me suis pris une claque parce que, en fait, c'est surtout, nous, on avait besoin de financement à ce moment-là. On commençait la start-up, j'avais mis 20 000 €, on avait un prototype qui était boîtier, loin. C'est du hardware en plus. Du coup, il faut des fonds pour construire du hardware. Énormément de fonds. Pour faire une usine, ouvrir une usine, que ça soit en Chine, en Europe ou quoi que ce soit, il faut payer les moules, payer les études, vérifier que tout marche bien, parce que si on lance la prod et qu'il y a un bug... Ta connectique intérieure, comment tu connectes à l'iPhone, smartphone, ça marche avec les iPhones, avec les smartphones, avec tout type de téléphone? Tout type de téléphone, on est sur tout le parc Android, ou en tout cas 99% du parc Android. Et tous les iPhones aussi. Donc notre but, c'était vraiment d'être universel. Et c'est là qu'on arrivait au CES, effectivement, on n'avait pas du tout ce produit-là. Parce que ce produit, du coup, le but, c'est qu'il soit universel. Je peux le coller derrière mon téléphone, je peux l'avoir dans la poche, je peux le coller sous un bureau. C'est vraiment, on fait ce qu'on veut, puisque c'est une connexion Bluetooth à 10 mètres. D'accord. Mais l'idée, c'est vraiment, à la base, c'était une coque entière de téléphone. C'est-à-dire, c'était une coque épaisse comme ça, qui se mettait derrière chaque téléphone. Mais on s'est vite rendu compte au niveau industriel que y a 300 modèles de téléphones différents. Un moule à injection plastique, ça peut vite monter dans les 30-40 000 € le moule, en fonction de la quantité de moules qu'on fait. Et là, on s'est dit, mais en fait, il nous faudrait 3 millions d'euros pour pouvoir commencer. Et il y a des minimums, des MOQ par modèle qui sont trop gros. Donc, il faut qu'on trouve une autre solution. Et du coup, on a dû pivoter très rapidement, et c'est l'histoire de Seifi, je pense, jusqu'à maintenant. On a pivoté, puis pivoté, puis pivoté, puis pivoté pour essayer de trouver la bonne recette, quoi. Ok. Donc aujourd'hui, il y a un petit boîtier connecté en Bluetooth. C'est ça. C'est un petit boîtier comme ça qui est connecté en Bluetooth. On peut le coller derrière le téléphone. Si on n'a pas l'aimant, c'est pas grave. Nous, on le livre avec l'aimant, donc on peut le mettre absolument où on veut. Et donc l'idée, c'est on le colle derrière le téléphone. Pourquoi le téléphone? Parce que nous, on voyait beaucoup d'autres dispositifs qui peuvent être des colliers, des bracelets, des petits boutons qu'on met sous la veste, sous les vêtements, etc. La réalité de tout ça, c'est qu'est-ce qui se passe si je l'oublie? Comment je vais me rappeler chaque jour que je dois le mettre? Parce que je dois l'enlever pour aller à la douche, parce que c'est souvent pas de l'IP64, ce qui permet pas en fait d'immerger les boutons. Ce qui fait que y a une problématique de dire qui n'enlève pas ses bijoux avant d'aller prendre la douche, quand on va faire du sport, des choses comme ça. Et si j'oublie de le mettre, qu'est-ce qui se passe? Du coup, rien. Et c'est là où Seifi change un peu la donne. Et l'idée de base, c'était vraiment ça, c'était de se dire, on le met sur le téléphone, parce que le téléphone, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Et même si on l'oublie, généralement, dans les 5 minutes, on fait demi-tour, on va le chercher. Voilà. Donc l'idée, c'est de se dire, on a toujours ce garde du corps un peu de poche sur nous, qu'on peut avoir sur le téléphone, comme je disais. On peut l'avoir dans la poche aussi. Mais nous, on conseille vraiment de l'avoir sur le téléphone pour avoir une activation immédiate et très rapide, quoi. D'accord. Du coup, comment ça marche? Tu te fais agresser? C'est très simple. Alors, on a plusieurs niveaux de protection. On a l'utilisation de l'application, parce qu'on a un bouton d'urgence directement depuis l'application. Du coup, vous avez développé une application multiplateforme pour le téléphone. Exactement. Et donc, on a vraiment un premier niveau application. Deuxième niveau, application plus boîtier.
Et là, le troisième niveau, qui est un peu une innovation mondiale, on est un peu les premiers à proposer ça, c'est de proposer de la télésurveillance directement depuis son téléphone. Okay. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Imaginons, je suis dans le use case boîtier, quelqu'un essaie de m'agresser, je vais appuyer là-dessus, sur le petit bouton ici. Ça va activer une alarme 105 décibels. D'accord. Et en même temps, ça va retransmettre en direct caméra, microphone, géolocalisation du téléphone vers les contacts d'urgence, vers le dashboard spécialisé ou directement vers un PC de télésurveillance 24/7 sur lequel, en 60 secondes, on avertit la police. D'accord. Avec toute la situation et l'explication de ce qui est en train de se passer. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est un système qui est hyper simple à utiliser. Et on va beaucoup plus loin que ça parce que je te parlais du problème de preuve juste avant. Ouais. Toutes ces preuves-là, c'est-à-dire la caméra, l'enregistrement caméra, micro, géologue, est en fait enregistrée sur nos serveurs. D'accord. Et on les horodate pour faire en sorte de vous fournir un certificat si besoin, pour montrer que la vidéo n'a pas été modifiée, qu'il n'y a pas d'IA, qu'il n'y a rien qui a été modifié dans la vidéo et que c'est du flux vidéo réel pour prouver justement qu'il n'y a aucune modification, aucune manipulation de preuves directement. Ça va être je pense que ça va être un des problèmes techniques des années à venir. C'est de prouver que ta vidéo, elle n'est pas contrefaite avec l'IA. Exactement. Qu'il n'y a aucune modification de fait. C'est exactement ça. Du coup, est-ce qu'il y a des normes auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui qui font que tu arrives à prouver, grâce à cette norme, que c'est une vidéo qui est vraiment réelle et pas une vidéo trafiquée par l'IA et qui montre autre chose? À nous, c'est assez simple et c'est un de nos avantages aussi, c'est que c'est vraiment, on fournit un certificat, on est capable de fournir un certificat de l'enregistrement. En disant l'alarme s'est déclenchée à tel moment, le flux est arrivé à tel moment, la vidéo dure tant de temps, le flux a duré tant de temps, tel jour, telle heure, et tout est stocké dans nos serveurs. Donc nous, on les stocke 30 jours, on donne l'opportunité à nos utilisateurs de la télécharger directement depuis leur téléphone ou de la partager avec leur contact d'urgence, c'est eux qui décident vraiment. Et puis derrière, effectivement, si on a une commission rogatoire de la police, par exemple, là, on va pouvoir les garder un peu plus, donner les certificats nécessaires pour prouver que le but, c'est vraiment, comme tu dis, de contrer cet enjeu-là, qui aujourd'hui, on peut modifier toute vidéo avec la voix de qui on veut, le visage de qui on veut, et faire absolument ce qu'on veut, quoi. Clairement. Tu as eu d'autres problèmes techniques? Je suppose qu'il y a eu plein de contraintes techniques, plein de défis à relever. Si tu devais en citer 2 ou 3 sur lesquels tu dois... moi, je vois la partie connexion déjà, parce que des fois, ton téléphone, il n'est pas forcément... Tu vas te faire agresser, mais peut-être dans un parking, des choses comme ça, et tu n'as pas forcément de connexion. Ouais. Comment ça marche, du coup, dans ces cas-là? Alors, dans ce cas-là, c'est encore un sujet qu'on travaille beaucoup, parce que le sujet de la zone blanche, qui est une zone sans connexion, est très compliqué à traiter, puisqu'aujourd'hui, il faudrait une connexion satellitaire. Un des enjeux de Safety, c'est que moi, je ne viens pas d'une famille forcément super aisée, et mon but, c'était de créer un produit qui soit abordable à tout le monde. Donc aujourd'hui, si je commence à parler de connexion satellitaire, ce qui est possible, et peut-être qu'on va créer une version comme ça, ou en tout cas, peut-être qu'on travaille sur quelque chose comme ça, l'idée, c'est que le prix va augmenter drastiquement. Puisque les téléphones n'ont pas la technologie de la connexion satellitaire encore. Et donc forcément, même une connexion satellitaire dans un parking, non, c'est compliqué. Ça marche pas vraiment, quoi. Donc c'est un vrai sujet. Pour autant, aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que même si vous déclenchiez sans 4G, sans 3G, on garde l'alerte sur le téléphone, le temps de retrouver du coup une connexion et envoyer le truc exactement. Mais c'est un vrai défi technologique, ça. Il y a eu d'autres défis, ça a été de réduire une alarme 105 décibels dans un boîtier qui est minuscule, qui fait 2 à 3 fois moins épais. Ça représente quoi, 105 dB? 105 dB, c'est une alarme de maison à peu près. Ok, parce qu'en fait, globalement, je crois que sur la partie casque, c'était modéré à 80 dB. Ouais, 105 dB, c'est la limite légale en France. Donc, on aurait pu aller plus haut. Pour autant, on a nos avocats qui nous ont retoqué en nous disant attention, si vous allez plus haut, c'est assez fou, mais ils nous disaient vous pouvez vous prendre des plaintes de voisinage parce que les gens ils sont pas contents qu'il y ait une alarme qui sonne, quoi. Donc on se dit ouais, mais dans un cas d'agression, est-ce qu'on en est vraiment là? Effectivement, s'il se passe ça et qu'on se mange des attaques, derrière on pourra rien faire, quoi. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui ont été réduire l'alarme, faire tout ce qui a été vraiment réfléchir à dire si on fait pas une coque de téléphone, qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on fait un boîtier? Est-ce qu'on fait un bouton? Oui, mais le bouton, du coup, ça va pas être pratique. Il y a plein d'enjeux. Ton téléphone, etc. Du coup, ça veut dire...
hacker le système de base, que ce soit Android ou Apple, pour que ce soit tout de suite désactivé. Et là Après, t'as les one tu touch, vois le truc arriver gros comme une maison, que Apple et Android, ils vont nous dire vous êtes mignons les gars, mais ils piquent ton truc. Voilà, c'est ça. Donc dans l'idée, il y a eu ça, et un des plus gros problèmes qu'on a eu nous, ça a été de trouver des personnes de confiance pour nous assister dans le développement, parce que comme je t'ai dit, on était trois pour développer une application fonctionnelle, connectivité Bluetooth, retransmission live, récolte de preuves, suivi de trajet, détection de chute, lieu favori, tout ça. De l'autre côté, il y avait le firmware, donc tout ce qui allait être dans le boîtier, plus la conception technologique et électronique du boîtier, plus l'industrialisation. Donc autant te dire qu'on a vécu pas mal d'histoires, pas d'arnaque, mais pas loin. Et je pense que c'est un vrai problème en France aujourd'hui. Que tout le monde tait. Personne n'en parle, mais en réalité, il y a énormément d'entreprises dans le hardware qui pourraient être très bien accompagnées, mais qui tombent sur des charlatans comme nous. On est tombé sur énormément de charlatans. Je ne citerai pas leur nom, même si... Charlatans, pourquoi ? Parce qu'ils viennent sur un coup, à cause des coûts, ils te promettent monts et merveilles pour pas cher. Ou, on a des ingénieurs électroniques qui ont pris le dossier en main, qui nous ont dit écoutez, on va valider tout le système de fonctionnement et faire une conception supplémentaire pour être sûr que ça marche. Et puis au bout de 2 mois, il me dit non, mais moi j'ai jamais signé pour que ça marche. Donc tu prends un concepteur électronique, tu dis mais quel intérêt en fait si tu me dis que tu vas travailler dessus, mais je te donne aucune garantie que ça marche. Donc c'est un peu ce qui s'est passé là. Il y a eu beaucoup de choses. On est tombé sur des producteurs fournisseurs qui ont été très problématiques, qui nous ont fait payer très cher à la première livraison. Il y a eu énormément de problèmes comme ça, mais maintenant, ça forme une start-up, ça forme une équipe. Maintenant, on sait comment on sélectionne nos partenaires. Il y a des chartes qui sont très strictes, des contrats qui sont très stricts, parce que justement, on a vécu énormément de choses et ça a été vraiment quelque chose qui nous a bouffé à l'intérieur. Okay, c'est super intéressant ce que tu évoques là. Parce que du coup, tu dis que ça t'a coûté très cher. Comme tu le disais, vous étiez jeune, vous sortiez d'école, etc. De fonds. 22 ans, 23 ans. Du coup, je suppose qu'arrive par la suite première levée de fonds ou des choses comme ça. Ou c'est encore plus tard? Non, parce que ça n'a pas été simple, pareil. Donc on est sorti du CES, on revient en France, on nous annonce qu'on est dans la liste des 100 startups où investir par challenge. On est sélectionné pour le concours Patrick Fauconnier, dans lequel on est top 7 en gros des entreprises où investir en 2023. Et suite à ça, du coup, on commence à lever, on contacte des fonds et en fait, on se mange des murs mais monstrueux où les fonds ils nous disent c'est génial ce que vous faites, mais nous on n'investit pas dans le hardware. Et en France, plus personne n'investit dans le hardware et c'est assez catastrophique parce qu'au final, il y a des idées qui sont géniales. Je suis pro logiciel aussi, SaaS, etc. Maintenant, si il n'y a pas SaaS ou AI dans notre nom, c'est à la poubelle, même si on dégage du chiffre d'affaires et on a une vision très noble, que ça soit un impact avec un chiffre d'affaires potentiel, quoi. Mais, et ça a été une vraie problématique parce que du coup, on a dû faire petit BA par petit BA. Et on a fait beaucoup de BA jusqu'à arriver à la somme de 870 000 euros. Donc ça nous a pris 2 à 3 ans presque au final parce que c'était au fil de l'eau. Donc au final, tu imagines bien le développement de la tech d'un côté, de l'autre côté, moi je gérais les levées de fonds, en même temps je montais l'équipe, en même temps le commercial, en même temps il y a eu énormément de choses. Et heureusement que j'ai une équipe qui est hyper dédiée. Autant que Chloé Gelfucci qui gère la communication, Grégory Poirier qui lui est un peu notre directeur commercial qui nous aide au quotidien à apporter une vision, puisque lui il a 30 ans d'expérience, donc ça nous permet vraiment d'avoir une équipe hyper soudée. C'est ce qui nous a permis de tenir le choc face à tout ça, parce qu'on a vécu énormément de choses et de personnes malveillantes qui se sont mis au milieu du chemin parce que ils voulaient gratter quelques milliers d'euros par-ci par-là et du coup on a survécu comme on a pu. On était en lean management jusqu'à maintenant. Mais du coup, tu parles d'équipe, avec une équipe soudée. De ce que je comprends, vous étiez 3 au départ. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 7-8. 7-8 pour gérer toute une distribution internationale et autres, parce qu'en fait, du coup, encore une fois, on le rappelle, c'est que derrière, tu es parti de Marseille, sur l'idée Marseille. Le CS est arrivé, ça te fait directement expansion internationale. Et du coup, tu distribues aujourd'hui, tu as des demandes dans combien de pays?
Les demandes, j'en ai beaucoup. De plus en plus, c'est ce que je te disais avant le début, c'est vraiment, on a une explosion depuis le début de l'année, là. Enfin depuis septembre. Mais aujourd'hui, si je dois vous citer des pays, on a l'Afrique du Sud, la Colombie, le Brésil, le Mexique, le Chili, le Canada, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, l'Angleterre. En Asie, on a aussi des personnes qui veulent nous distribuer. Et c'est là le plus gros challenge, c'est que là, on a besoin de lever pour nous permettre de recruter. Parce qu'aujourd'hui, à 7, on a fait beaucoup d'automatisation. On a beaucoup d'automatisation interne, ce qui nous permet de gérer beaucoup de choses. Mais on va pas vous avez pouvoir... un produit qui est fini. Enfin, moi, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Je pense que un produit n'est jamais fini, je pense. Vu comment tu es, je pense que tu as plein d'idées sur Saifi, etc. Et avec l'équipe que tu auras, tu vas forcément imaginer plein de nouvelles fonctionnalités. Mais aujourd'hui, tu as un produit qui est fini, vendable, très distribuable. Ouais. Du coup, tu as besoin de force commerciale, c'est ça en fait. J'ai besoin de force commerciale. Moi, j'ai une équipe qui est hyper soudée, comme je disais. Il y a Claire Vincent, moi je travaille avec ma maman aussi, qui est directrice financière de l'entreprise. On a, comme je te disais, dans l'équipe, Grégory Poirier qui gère le commercial, des alternants, Skander, Mathieu qui sont à fond. Et donc, on a une équipe hyper soudée. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que cette équipe hyper soudée à taille humaine, on ne va pas pouvoir continuer à travailler 13-14 heures par jour, travailler les week-ends, pas avoir de vacances. Ça fait déjà 3 ans qu'ils me suivent et je la remercie pour ça. Mais c'est vrai que c'est un moment un peu charnière où on se dit, maintenant on a de l'attraction, on a prouvé que notre technologie marchait, qu'elle intéressait tout le monde. On a une innovation qui est mondiale et doublement mondiale avec le fait de faire de la télésurveillance pour le grand public. Il faut qu'on nous donne quelques billes pour y aller, quoi, parce qu'effectivement, on a déjà ouvert le marché colombien qui marche très bien, marché mexicain qui marche de mieux en mieux aussi. Comment tu as fait pour ouvrir ces portes? C'est grâce à ta culture? C'est des contacts? Oui, alors du coup, il y a eu, pour l'Amérique latine, on va dire surtout la Colombie, le Mexique, le Brésil, tout ça, il y a eu des rencontres, dont des rencontres avec des personnes très importantes qui vivaient des situations d'insécurité en France. Et donc, j'aurais proposé de façon gratuite, parce que c'est aussi le but. C'est comme ça qu'on commence. Voilà, c'est ça. Il faut promouvoir. Exactement. D'utiliser Saifi dans son quotidien pour montrer le harcèlement qu'elle pouvait vivre, les violences qu'elle pouvait vivre. Et aujourd'hui, grâce à Saifi, en fait, cette personne-là réussit à utiliser ces preuves-là pour que ça lui vienne en aide dans les problèmes qu'elle a eus. Et suite à ça, du coup, elle nous a dit, écoutez... moi, j'y vais et je bosse avec vous. Et vu que c'est quelqu'un de très important, elle nous a ouvert certaines portes, elle nous présente à certaines personnes. Ça nous permet d'avancer réellement. Et puis, effectivement, on a une logique où on cherche des distributeurs. C'est-à-dire que Saifi n'est pas réellement propriétaire sur chaque territoire, entre guillemets. On cherche des distributeurs de confiance, qu'ils soient dans le monde de la sécurité, télécom, assurance, pour nous distribuer directement dans ces marchés-là. Et donc, nous, on aide les gestionnaires de marché, mais techniquement, notre but, c'est de nous implanter le plus rapidement possible dans plusieurs pays pour justement devenir une référence de la safe tech le plus rapidement possible, puisque c'est quelque chose qui existe depuis 2016, mais qui est en totale explosion depuis 2 ans. Il suffit de regarder le nombre d'applications qui sortent au mois, c'est un truc de fou furieux. Clairement. Ok. Du coup, Saifi aujourd'hui, ou comment tu le vois demain? Il y a beaucoup d'évolutions. Je pense que tu avais déjà une roadmap. Oui, on a une grosse roadmap. On a beaucoup d'évolutions qui sont en train d'arriver. Donc déjà, Saifi aujourd'hui, si je te le définis sur nos fonctionnalités, on a la retransmission live, comme je disais. On a la récolte des preuves et le redatage des preuves. On a du suivi de trajet en direct, ce qui permet autant pour le monde du B2B que pour le monde du B2C de suivre en direct un trajet et donc de ne pas être seul. Ça te met plein de use cases finalement. Exactement, des routiers par exemple, des choses comme ça. Exactement, déjà les émetteurs sur les camions. Mais c'est des use cases à l'infini. C'est le but de Saifi, c'est on va être 360. Quoi. Et tu rajoutes à ça des lieux favoris, ce qui veut dire par exemple pour... imaginons des journalistes, quand ils sont à l'étranger en reportage, on peut mettre des zones interdites. Ce qui fait que quand le journaliste va rentrer dans cette zone, ça va envoyer des notifications automatiques aux journalistes, mais aussi à la maison de journalisme qui va recevoir et va l'appeler pour lui dire écoute, il faut que tu partes de là parce que tu n'as pas le droit d'être là. D'accord. Ça peut être aussi utilisé par exemple dans le cadre B2C pour des enfants qui vont à l'école.
Moi, je mets, par exemple, ça, c'est l'école de mes enfants. Quand mon enfant il va rentrer dans la zone géographique, ça m'envoie une alerte automatique disant que la personne est bien arrivée ou la personne vient de sortir de la zone. Ce qui permet de ne pas être dans du tracking continu et un peu qui peut être malsain, mais qui permet d'être en mode bon, bah, je suis sûr qu'il est bien arrivé, je suis sûr qu'il est bien parti. Moi, je vois le cas, j'ai le cas avec ma fille, j'éteins son téléphone, je sais pas où elle est. C'est ça. Et c'est un peu le sujet, de Safeease, et on essaye de pas être trop en mode on vous traque et on fait attention. C'est vraiment l'utilisateur qui a la décision de dire bah je fais le partage de trajet, je partage ma géolocalisation en direct. L'activation d'alerte, pareil, c'est elle qui décide. C'est pas nous qui décidons et encore moins les employeurs. C'est vraiment à l'employé ou à l'utilisatrice ou utilisateur qui va décider si je l'active ou je l'active pas. Sachant qu'on vient de rajouter la détection de chute en plus de ça, ce qui permet de détecter automatiquement les chutes. Et on a aujourd'hui tout un dashboard professionnel qui permet autant d'avoir comme un centre de télésurveillance et en même temps de faire de la gestion de flotte. Okay. Donc c'est vraiment, on pousse la chose au maximum et demain, forcément, je vais te dire le mot magique qui est AI, mais il y a de l'intégration AI qui est prévue, de nouvelles fonctionnalités où je pourrais pas les dire, mais c'est des fonctionnalités assez folles d'enregistrement après coup. Donc même sans avoir activé l'alerte, on pourra ramener des preuves. Okay. Donc c'est des technologies très avancées avec lesquelles on travaille aujourd'hui et qui nous permettent de montrer qu'on est vraiment l'acteur 360 qui apporte le plus de fonctionnalités totalement abordable et facile à utiliser pour n'importe quelle personne, du professionnel à l'employeur, à l'enfant qui va à l'école, à la maman qui est inquiète, à vraiment tout le monde aujourd'hui. Mais du coup, pour faire ça, là c'est ma casquette IT Boy qui parle. Vas-y. Du coup, j'imagine que tu as besoin de gros développeurs iOS, Android, etc. pour renforcer tes équipes. Ça, c'est vrai. Parce qu'à 7, je vois pas comment vous allez faire. En plus de la force commerciale dont tu as besoin, je pense qu'il va y avoir une bonne équipe derrière avec un bon CTO qui va amener bien la roadmap IT derrière, etc. On a un CTO déjà qui est dévoué corps et âme, on va dire. Donc, il travaille, c'est Théo qui travaille vraiment comme un acharné et qui fait un travail monstrueux. Il a une quantité de travail énorme. Il y a effectivement un sujet, il faut qu'on fasse grandir l'équipe software, firmware, hardware. Parce qu'aujourd'hui, on est très limité encore et tu sais combien coûte l'IT en France. Je sais. Voilà. Ou même en externalisant, c'est des prix qui sont très très hauts pour une start-up. Une start-up non financée par un fonds encore. Peut-être qu'en janvier, ça aura changé, mais en tout cas, on verra ce qui se passe. Mais non, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un vrai dilemme. Et en même temps, on a l'aide de l'IA qui a changé totalement le jeu. Quand on parle de Cloud AI ou des choses comme ça, ça dédouble tout simplement les développeurs. C'est comme si une équipe de 3 devenait une équipe de 6 ou 7 développeurs, parce que l'efficience devient totalement folle. Et c'est un peu ce qui nous sauve aujourd'hui, on va dire. On travaille beaucoup avec les AI, beaucoup avec l'automatisation, comme je te disais, interne, externe, N8N, Make, etc., qui nous permettent de gagner énormément de temps et de survivre un peu à la charge de travail assez forte qu'on peut avoir à cette personne, quoi. Du coup, vous stockez aussi des données, j'y pense comme ça. Vous travaillez avec les forces de l'ordre, du coup, en disant, par exemple, aujourd'hui, on a constaté que il y a, 25 agressions sur ce quartier-là qui sont produites en X temps, etc. C'est dans le futur, en tout cas. C'est ce qu'on va faire dans le futur. En fait, sortir un modèle statistique des agressions, finalement, à travers votre boîtier. Et ça, vous êtes capable de le faire. Ça sera... Aujourd'hui, on a vraiment une logique qui est on utilise le moins de data possible du client. Okay. On veut qu'ils aient confiance en nous. Et même si un jour, on vend des données comme ça, ou on les donne, ces données... c'est pas forcément vendre, en fait. Ouais, c'est ça. Sortir une statistique. Même donner des statistiques, il faudra que ça soit anonymisé et qu'on ait un niveau de cybersécurité qui soit hyper, hyper haut. Aujourd'hui, on a un bon niveau de sécurité, de cybersécu, un bon, même haut. Mais si je veux arriver à ça, c'est un développement futur qu'on imagine peut-être dans 1 ou 2 ans. Tu vois. Ok. Du coup, on a parlé de croissance internationale avec les pays à l'étranger. Tu as parlé de l'Asie, tu as parlé de l'Amérique du Sud. La France et l'Europe et encore.
On a parlé des défis technologiques que tu rencontrais. Du coup, l'IA en fait partie, effectivement. La vision Seifi à long terme, tu le vois comment? Est-ce que pour toi, ça va être... Enfin, la réponse, elle est évidente, mais on ne sait jamais. Pour toi, vous allez devenir un acteur majeur de la sécurité personnelle. Quoi d'autre? Est-ce que tu envisages autre chose demain? C'est toi qui es un inventeur, enfin, Ouais. un entrepreneur né, etc. Qu'est-ce que tu t'imagines demain, en fait? Ou comment tu vois les choses demain? Parce qu'avec l'IA, demain... Demain, le vrai but, ça va être de permettre à Seifi, comme tu disais déjà, de devenir un vrai acteur mondial de la safe tech, qu'on puisse développer dans énormément de pays. Une de nos missions principales, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le business, parce que ça permet de faire vivre la boîte aussi, mais de l'autre côté, notre mission principale, c'est d'aider des gens. Et d'aider n'importe quelle personne, qu'elle soit en Colombie, comme elle soit en France, comme elle soit en Chine, au Japon, je ne sais où. L'idée, c'est vraiment d'aider des personnes qui sont dans le besoin avec des outils qui soient bons. Donc effectivement, qu'est-ce que je vois dans le futur? C'est dépoussiérer un peu, on va dire, le monde de la sécurité et continuer à créer d'autres produits innovants qui permettraient à tout le monde ou d'avoir des meilleures interventions plus rapides ou avoir des systèmes encore plus pointus et se débarrasser un peu, je vais me mettre des ennemis à dos, mais on va dire des technologies pas préhistoriques, mais ça fait 20 ans qu'elles n'ont pas bougé et qu'on les vend toujours comme de la grosse innovation. Mais aujourd'hui, je suis désolé, quand on parle de caméras, par exemple, de maison, c'est utile, hein, mais on pourrait pousser la chose tellement plus loin que voilà, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une avenue qui est énorme sur la safe tech. Énormément de choses à faire, énormément de choses à bouger, à proposer, puisque c'est un monde au final qui n'a pas suivi tout le reste, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tout est allé très vite dans l'évolution technologique. Pour autant, la sécurité n'a pas pris le train en marche. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y a vraiment... si on parle de domotique, tu vois, l'évolution de la domotique, c'est un truc de fou furieux. Et tu mets ça en face de la sécurité... Enfin, on est passé de caméra à caméra infrarouge, à caméra qui font de la fumée et à caméra fumée-lumière. Voilà, c'est tout ce qu'on peut proposer. Pour toi, en fait, du coup, pour vous, les concurrents de demain, au-delà du personnel saving dans la rue, c'est tous les acteurs qui vont faire de la sécurité à domicile. Ça peut être les acteurs de sécurité de biens aussi. Ça peut être, en fait, il faut dépoussiérer le monde de la sécurité et donner accès au plus de personnes possible des systèmes qui soient vraiment efficients. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de caméras, oui, c'est cool, mais les caméras, si j'ai pas appuyé sur le bouton d'urgence et que le centre de télésurveillance n'est pas connecté et que je ne sais quoi, il se passera rien, quoi. Et donc derrière, il y a tellement de choses à apporter, autant dans le monde de l'AI, et il y a des très bonnes boîtes françaises en ce moment dans l'IA sécuritaire qui sont en train de grandir et de montrer des vrais nouveaux systèmes qui vont devenir obligatoires, j'en suis persuadé, comme la création de produits, de software qui aident les personnes, les entreprises à optimiser les lieux de travail pour que tout le monde se sente bien, limiter les harcèlements. Je t'ai pas donné les chiffres parce qu'ils sont assez tristes, on va dire, mais autant des chiffres d'agression, de harcèlement, de dépression suite à certains travail, du nombre d'agressions que peuvent vivre une personne qui travaille en contact avec le public, c'est assez fou, hein. On parle de plus d'une personne sur deux qui, une fois par an, se fait agresser, insulter, menacer. Donc aujourd'hui, nous, on va amener des outils qui sont dans l'air du temps et qui permettent autant aux entrepreneurs, aux entreprises qu'aux particuliers de se sentir en sécurité, d'avoir des preuves, de redonner le vrai pouvoir au peuple, entre guillemets, sur ce système-là, et pas d'être forcément toujours en attente que de la police, quoi. Ok, super. Je pense qu'on a fait le tour, etc. Ouais. Moi, j'ai un peu envie de parler de toi, en fait. Ok. Et ton parcours. Et j'aimerais bien savoir les leçons que tu as apprises de ton parcours entrepreneurial, en fait. Alors déjà... Je pense qu'il y en a quelques-unes. Ouais, il y en a quelques-unes. Je pense qu'il y a... Tu as évoqué tout à l'heure le fait de faire confiance un peu aux gens, etc.
Ouais. Bah, le truc, c'est ça, c'est qu'on arrive vraiment avec, quand on est jeune et qu'on croit un peu en l'humanité, etc., on est un peu naïf, on se prend quelques baffes. Et c'est à ce moment-là, je pense que tu apprends énormément de choses. Tu peux apprendre sur... premier truc que tu apprends déjà, c'est la résilience, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'apprendre la patience, on va dire. Surtout dans le hardware. Donc on attend des mois, des ci, des là. C'est très, très, très long et très frustrant. Et puis quand ça vient, c'est pas sous la bonne forme. C'est pas sous la bonne forme, donc il faut tout recommencer, il faut pivoter, il faut prendre des risques, il faut relever des fonds pour pouvoir pivoter. Enfin, c'est jamais simple. Et je pense que c'est vraiment le fait d'être résilient, le fait d'être... j'encaisse beaucoup plus la pression, c'est-à-dire des erreurs qu'on peut avoir, des problèmes qu'on peut avoir. Ça me stresse beaucoup moins aujourd'hui parce que je pense qu'on a tellement pris dans la gueule tout au long. Je t'ai pas raconté toutes les histoires, mais effectivement, on a aussi vécu une arnaque chez Seifi par des personnes recherchées par Interpol. Donc on a dû se relever de ça aussi, où on nous a volé beaucoup d'argent, l'assurance n'a pas voulu nous aider. Beaucoup de vécu, on va dire, et c'est là où tu apprends la résilience, tu apprends à plus faire confiance comme ça. Tu apprends à vraiment sortir un peu ton côté méchant parce que des fois, il ne faut pas qu'on nous prenne pour des petits, on va dire. Et c'est un peu difficile, mais en soi, l'humanité aussi, j'ai beaucoup appris. Je suis beaucoup plus humain auprès de mes équipes. J'essaye vraiment d'être moins le manager strict et de créer... Qu'est-ce qui fait que tu as changé que tu as cette vision, en fait, d'être plus humain et moins strict? Parce que je pense que, je vais dire un gros mot dans les startups, mais c'est un peu notre famille au final, quoi. On passe 12-13 heures par jour ensemble, on s'appelle tout le temps, on est tout le temps dans le stress, on vit les choses ensemble. Puis c'est ta vie. Toi c'est ta vie que les employés, à la rigueur, ils disent c'est une boîte que j'aide à faire grandir, c'est ma famille, mais ça reste... ça reste une entreprise. Voilà. Mais là, pour le coup, c'est ce que je te dis, je pense chez Seifi, les employés aujourd'hui chez Seifi sont vraiment dans une optique différente qui n'est pas je travaille uniquement parce que c'est mon travail, c'est ils croient à la vision, ils croient au projet et ils envoient du pâté tout le temps. C'est pas la même chose. Voilà, c'est ça. Tu sais où tu mets les pieds. Exactement, c'est ça. Donc, c'est vraiment protéger mon équipe et pas laisser transpirer, on va dire, du stress de ma part, de la frustration, un peu du pétage de câble aussi. Parce j'ai traversé des dépressions aussi, un peu comme tous les entrepreneurs, je pense. Celui qui te dit qu'il ne l'a pas fait, c'est un gros menteur. Une remise en question. Il y a énormément de remises en question. Est-ce que je vais dans le bon sens ou pas? Est-ce que j'ai raison de le faire? J'embarque telle et telle personne? Est-ce que c'est ça. Hein. Et puis on joue avec l'argent d'investisseurs. Et donc forcément, il y a une autre pression qui vient à côté. C'est énormément de problèmes, mais qui peuvent être positifs. Au final, puisqu'on grandit très très vite en startup en fait. Hein. Moi, en 3 ans, j'ai l'impression d'avoir 15 ans d'expérience professionnelle parce que j'ai traversé des crises, des négociations, je travaille avec des gouvernements. Le fait des gens que tu rencontres te font grandir. Exact. Du coup. Ouais. Et ça, je pense que c'est hyper important. Puis j'ai un board qui est génial aussi. Hein. Moi, la logique que j'ai eue dès le début, c'est de me dire on est jeune, ok, mais on n'a pas la science infuse, on ne connaît pas tout sur tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entouré d'un conseil de surveillance, en gros, qui m'aide au quotidien. Et donc, j'ai des personnes qui travaillent et qui donnent vraiment beaucoup de temps personnel, alors que ils ont tous leur travail à côté, leur boîte, ce board-là, il est gratuit, tu leur dois rien. Voilà, c'est ça. Après, c'est des personnes... tu leur rends des comptes sur dire, voilà, mes objectifs, c'est ça, machin. C'est ça. On se revoit le trimestre prochain. Et là, c'est même pas le trimestre, tu vois, on se voit une fois par mois. Ok. Minimum, et en plus de ça, tu rajoutes des conseils, on va dire, stratégiques, où j'ai des conseils de surveillance stratégique, industrialisation, software, commercialisation, levée de fonds, direction financière, et donc cette structure-là, ça a permis de grandir mes vitesses grand V, parce que du coup, des murs que tu serais pris pleine face. Ah oui. C'est surtout au-delà des portes, ça m'a ouvert la mentalité parce que c'est une remise en question quotidienne de ce que toi tu défends. Et des fois, c'est très frustrant parce que du coup, tu es en mode non, mais putain, je te dis que c'est comme ça et j'ai raison. Et forcément, tu en as 3-4 qui disent je te dis, ça va pas être comme ça va pas se passer comme ça. Et j'ai souvent écouté ce qu'ils m'ont dit et je me rends compte que ça m'a évité énormément de problèmes, quoi. Ok.
Il y a un sujet d'actualité dont j'ai envie de parler avec toi. Ouais. C'est la fuite des talents français à l'étranger. Ouais, Parce que toi, du coup, tu pourrais, finalement, je pourrais. avec Ouais. ta double culture, etc. Enfin, même sans être double culture. Mais toi encore plus, parce que tu parles espagnol couramment. Exact. Qu'est-ce qui fait que tu restes en France? Bah, Qu'est-ce qui fait que. Est-ce que tu as songé à quitter la France? Je pense qu'il n'y en a pas un entrepreneur pareil qui va te dire qu'il n'a pas songé à quitter la France. Honnêtement, on n'a pas l'impression d'être accompagné. Ouais. On n'a pas l'impression que socialement, c'est super mal vu, j'ai l'impression. En tout cas, à Marseille, c'est très compliqué d'être chef d'entreprise d'une entreprise tech. Parce qu'en plus, tu es basé à Marseille. Enfin, Exactement. basé à Marseille. Et moi, c'est compliqué dans le sens où même, je sais pas, à Paris, je rencontre beaucoup de problèmes où des personnes sont très virulentes avec moi par le simple fait que je sois patron, par le simple fait que je vende un objet de sécurité. Mais la réalité, c'est que moi, je fais en sorte de le vendre le moins cher possible. Et je suis une entreprise, je dois payer mes employés, je dois faire vivre toutes ces familles-là, je dois payer mes impôts. Et le problème de la France, c'est que c'est très frustrant, quoi. On ne nous donne pas beaucoup d'aide. Mes employés, ils vont être frustrés parce que je ne les paye pas assez. Mais d'un autre côté, il y a un seul fautif, c'est l'État là-dedans. Et effectivement, si moi, je voudrais payer plus mes employés, bah, j'ai déjà songé à partir et on y songe aussi encore, parce que la réalité, réellement, c'est s'ils continuent dans ce système-là de taxage, surtaxage, surtaxage, aujourd'hui, on peut atteindre des systèmes de 65% du bénéfice qui part en feu. Donc, on travaille pour l'État, en fait. Et donc, c'est très dur aujourd'hui de rester en France. Et moi, je suis français quand même dans l'âme. J'ai envie de défendre ça. Mais la fuite des talents, elle va être très puissante s'ils continuent dans cette voie-là de je taxe et je retaxe ce que je n'ai pas encore taxé. Comme là, ils taxent les cadeaux, quoi. Moi, j'ai halluciné. Ils ont lancé la loi ils vont taxer des cadeaux. Et maintenant, quand on offre un cadeau hors Noël ou hors anniversaire, il faut la déclarer sur Impôts.gouv. Tu as déjà ça, en fait, indirectement avec la loi Sapin, où tu dois déclarer déjà tout ce qu'on t'offre, etc. Mais là, le vrai truc, c'est dans le monde des entreprises, honnêtement, moi, j'aimerais dire que la France, elle m'a aidé. En réalité, il y a beaucoup de copinage qui fait que beaucoup d'argent va dans des entreprises. Tu sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et ils lèvent des centaines de milliers d'euros pendant que moi, j'essaie de sauver les gens. J'avais une entreprise viable, un concept crédible, des prix mondiaux de l'innovation, des ci, des là. Malgré ça, on a mis 2 ans avant d'avoir notre première aide en France, quoi. D'accord. Donc, ah ouais, non, ça a été cata, franchement. Et donc, je suis pas partisan. Je sais pas si je resterai en France indéfiniment, en tout cas, parce que c'est vraiment dur de continuer à avoir la vision positive de la France. D'accord. Sur ce système-là, je pense qu'il faudrait qu'il change un peu et qu'il commence un peu plus à nous baisser, ne serait-ce que les charges sociales, quoi. Baissez-nous un tout petit peu les charges sociales, nos employés auront plus de pouvoir d'achat, ils seront plus contents de venir travailler, nous on sera contents de payer mieux nos employés. C'est la base, quoi. Pour moi, si on s'arrête à ça, déjà, c'est un pas en avant qui est monstrueux, quoi. Et donc, rien que ça, les fuites de talent, ça sera beaucoup moins. Intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va essayer de passer à l'instant grenadine. Du coup, l'instant grenadine, c'est quelques questions un peu fun. Un peu moins orienté business, juste pour en apprendre aussi un peu sur toi, qui tu es en dehors de Luc Nadier Saifi. Oui. Si tu avais un film, un livre ou une musique qui te correspondrait. J'ai beaucoup de réponses qui me viennent en tête. Si tu dois aller en choisir une ou deux. J'ai beaucoup de musique aussi qui me viennent en tête. Moi, j'écoute beaucoup de la funk et du rock en soi. Parce que ça... T'as arrêté le rap? J'avoue qu'il y a eu un petit dégoût du rap au fur et à mesure du temps. C'est pas un dégoût, mais on en entend beaucoup et c'est pas facile, quoi. Mais non, moi, je suis quelqu'un qui aime bien vivre, tout simplement. Donc, je serais sur du Stevie Wonder, les choses très positives. Comme les films, mes meilleurs films, c'est les films d'humour, quoi. Ceux où Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, où je me tape des barres pendant tout le film, quoi. Parce que voilà, mais
J'essaie justement de rigoler beaucoup plus que ouais, t'as un milieu sécurité. Je suis assez sérieux de toute la sécurité, où tu parles de danger constamment, etc. Exactement. Du coup, aller chercher un peu de réconfort. Un peu de réconfort, un peu de positivité. Nice, j'écoute beaucoup de ça. Ouais. Si t'étais pas entrepreneur, t'aurais fait quoi? Si j'étais pas entrepreneur, j'aurais fait quoi? C'est une vraie question. Moi, j'ai voulu être longtemps dans l'armée. Ouais. J'ai arrêté parce que, je sais pas, ça m'a pas plu plus que ça. Mais si je voulais pas être entrepreneur, enfin, si j'avais pas pu être entrepreneur, je pense que j'aurais été freelance. Non, dans tous les cas, je pense que j'aurais pas pu, je te l'ai dit. Ouais. Chaque fois que je bosse pour un patron, je me fais virer. Donc en réalité, je serais peut-être parti. Je pense que j'aurais été prof de ski et vraiment envie de un peu plus route, prof de ski l'hiver et prof de surf ou randonnée l'été, ouais. Des choses dans le genre, parce que je fais beaucoup de sport aussi à côté. Okay. Et du coup, un truc vraiment déconnecté, parce que où c'était, je me mettais à fond dans le business, ou je faisais un truc aucun rapport avec une belle vie, quoi. Okay. Si tu n'étais pas à Marseille ou en Espagne, tu serais où? Si j'étais pas à Marseille ou en Espagne... Où est-ce que tu poserais tes valises? La Suisse est un pays que j'adore. Ouais. J'ai découvert Lausanne l'année dernière et j'ai adoré, parce qu'il y a une stabilité de vie qui est géniale. Mm-hmm. Sinon, honnêtement, la Colombie est un pays qui m'attire beaucoup aussi. Ouais. L'Amérique du Sud. Ouais, l'Amérique latine, c'est vraiment... Pourquoi? Déjà, c'est facile pour moi, je parle espagnol. La culture est géniale. Mon beau-père est colombien aussi, donc j'ai toujours été hyper intéressé par cette culture-là. Et je sais pas, à part le ski, il y a tout là-bas. Donc la cuisine, la gastronomie est géniale. Les personnes sont hyper ouvertes d'esprit. Il y a un seul problème, c'est la sécurité, mais bon, on travaille dessus. C'est bon, mais à part ça, franchement, je trouve que le niveau de vie là-bas est incroyable. Si on a les moyens de se les offrir, bien sûr. Mais effectivement, en tant qu'Européen, je pense que j'irai en Colombie. Ouais. Ok. Peut-être le mot de la fin. Si tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a 10 ans ou à un jeune qui veut se lancer. Si j'avais un conseil à le donner... Un ou deux. Ouais, le premier, ça serait déjà de faire moins confiance en l'être humain. C'est dommage, c'est triste de dire ça. C'est triste, hein. C'est horrible de dire ça. Même moi, je pense qu'il y a 10 ans, je me serais dit ça. Je me serais dit, ouais, d'accord. Non, j'avais beaucoup de confiance en l'être humain et j'ai été dupé beaucoup trop de fois. Ouais. Donc maintenant, je fais très attention. Pour autant, quand on est mon ami ou quand on travaille ensemble et qu'il y a un bon partenariat, on est super proches et il n'y a aucun problème. Vraiment, à la colombienne et tout ça, on devient hyper potes. On peut aller boire des bières ensemble, faire des soirées ensemble, c'est génial. Autant de l'autre côté, il y en a qui en ont abusé quand j'étais un peu jeune entrepreneur pendant les 3 dernières années. Sinon, à part ça, je pense vraiment que ce serait de tenir le coup et d'optimiser, de penser positif, parce qu'il y a beaucoup de moments dans la vie d'un entrepreneur, je pense, qui sont hyper dépressifs, où on dort pas, on mange. Moi, je mangeais Seifi, je dormais Seifi, je vivais Seifi. Ça devient lourd pour tes amis, parce que du coup, tu parles de Seifi tout le temps, et au bout d'un moment, ils sont en mode, parle-nous d'autre chose, quoi. Ouais. Et donc voilà, donc je pense que c'est vraiment réussir à se libérer l'esprit, penser à autre chose, faire des pauses, prendre du temps pour soi. Avoir un cadre en fait autour de soi pour pouvoir se déconnecter un petit peu aussi. C'est ça. Je pense que c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui fait que depuis 1 an et demi, je vais beaucoup mieux dans ma vie là-dedans. Ouais. Mais parce que je suis aussi passé par une grosse dépression. J'ai pris un chien du coup qui m'accompagne un peu partout et ce qui me permet d'aller mieux aussi dans ma vie. Voilà. Mais c'est positivité, prends du temps, fais des pauses. Ouais. L'heure que tu vas perdre en efficience, tu vas la récupérer 3 fois par rapport à si tu travailles 14 heures consécutives sans faire de pause, quoi. Ok. Finalement, si je résume, c'est 3 ans d'ascenseur émotionnel. Ouais. C'est 3 ans d'ascenseur émotionnel qui sont pas prêts de se terminer, j'ai l'impression, mais c'est un ascenseur positif au final. Ce que j'allais dire, c'est qu'à la fin, c'est positif. C'est positif, on se mange des baffes, mais au final, on se relève, et puis on se relève avec les potes. On se dit, allez les gars, on y retourne, et puis on y retourne, et puis on retombe, on se relève, on y retourne. Et au final, quand tu regardes les 3 dernières années,
c'est un truc de fou, comme on a grandi, comme on est devenu hyper proche, comme c'est une vraie famille, quoi. Ouais, On justement, s'entraide, on se lâche pas, on se fait attention les uns aux autres aussi. Ouais. Et ça nous permet de tenir, quoi. Parce que c'est sûr que c'est très difficile, même encore aujourd'hui, de tenir la charge de travail et la charge mentale qu'on peut avoir à notre âge, parce qu'au final, la moyenne d'âge, c'est 26 ans, quoi, dans la boîte. Donc, du coup, c'est pas facile tous Et t'as les jours. l'impression d'avoir quel âge maintenant? Ah, en soi, j'ai l'impression d'avoir 35 ans. Là, j'ai 27 ans, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir 35-40 ans au niveau professionnel, parce que j'ai tellement eu des expériences négatives, etc., que je me suis formé, quoi. Pareil, tu vois, quand tu te retrouves au palais présidentiel à parler dans une réunion alors que tu as 26 ans, tu es juste une petite start-up, c'est hyper impressionnant. Mais la première fois, t'es pas bien, hein, c'est sûr. Tu es vraiment stressé. Pareil, les premiers plateaux télé, les premières interviews, tout ça, c'est hyper stressant. Mais au final, tu grandis tellement vite. Et tu as une vision qui évolue avec ton âge aussi, et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que j'ai 35-40 ans, j'ai l'impression, en expérience pro, mais en mentalité et en toujours avoir du répondant et toujours être dans l'innovation, imaginer des trucs et s'amuser, ça vient de plus en plus et on le garde de plus en plus dans ce jeu-là, quoi. Et on continue d'avoir 27 ans un peu des fois avec les gars, donc ça fait plaisir quand on peut avoir 27 ans à 100%. T'as gardé ton insouciance quand même. Ouais, on essaie de la garder un maximum, quoi, parce que si tu la perds, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le monde qui font en sorte de la garder le plus possible, parce que c'est comme ça que tu gardes un optimisme. Si tu n'es pas optimiste, tu vas nulle part, quoi. Ok, très bien. Merci Luc. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode d'Orange Grenadine. C'était Luc Nadier, du coup, le fondateur de Seifi. À plus.